À l'occasion de l'exposition qui en 1986 lui est dédiée au Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux, Henri-Pierre Fourest, qui fut conservateur en chef du Musée national de la céramique de Sèvres, écrit à son propos. René Buteau, lorsqu'il s'est plongé dans cet art difficile, prouve combien, par rapport à ses contemporains, a su d'emblée trouver un style varié et personnel. Le trait chez lui domine, il est souple et précis, il épouse la forme de la pièce qu'il décore. Homme du XXe siècle, René Buteau a naturellement retrouvé les vertus des grands céramistes de tous les temps. Jusque-là, la plupart des artistes, et particulièrement les céramistes, menaient des essais de façon empirique, donc sans les consigner, et jetaient de façon symbolique leurs écrits dans leur four à la fin de leur vie, comme Ernest Chaplet ou Louis de la Chenal. Quant aux pièces de râpé sorties des fours, ils étaient systématiquement cassés et détruites. Ce qui ne fut pas le cas pour Verbet, qui les donnait à ses amis ravis. Elles sont donc encore maintenant sur le marché de l'art. Buteau, que j'ai très bien connu, m'a transmis toutes ses archives privées, ainsi que ses petits carnets et carnets de fournées, dessins, croquis, correspondances, notes de mélange de terre et des enregistrements lors d'une interview faite par Jacques Sargoz qui m'autorise à faire parler René Buteau. Il naît en 1886, alors là vous voyez, il naît en 86 à Saintes, 1886, et arrive et décède en 1986, 10 jours avant son centenaire, dans sa ville d'adoption. Il eut un parcours très atypique. Plus connu en tant que céramiste et malgré sa carrière éminemment et internationale, il fut connu plutôt en tant que céramiste bordelais, le condamnant au régionalisme. Et bien que je sois une bordelaise moi-même et très attachée à cette ville, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Il fut aussi dessinateur, peintre, et il ne le mérite pas. Il fut aussi dessinateur, peintre, mosaïste, verrier, graveur, ainsi qu'un copiste hors norme, cartonnier de tapisserie, affichiste et sculpteur modeleur. Mais je vais vous parler que des céramiques des années 30, bien sûr. Sa notoriété a pourtant franchi depuis plus d'un siècle les rives de la Garonne pour faire le tour du monde où ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées. À Sèvres, qui fut le premier musée du monde à l'exposer, une de ses œuvres, mais aussi au musée des arts décoratifs de la ville de Paris, celui des Beaux-Arts et celui des arts décoratifs de Bordeaux, de Limoges, Marseille, Saintes, Bruxelles, Copenhague, Munich, Le Caire, Tokyo, Détroit, Newark, le Met à New York, pardon, le Met à Londres, et l'Ariana de Genève, ainsi que bien d'autres encore, et même celui des armées de Paris, puisqu'une de ses peintures fut achetée par l'État en 1915, alors qu'il était encore militaire. Artiste artisan à la manière de la Renaissance, c'est-à-dire un homme curieux de tout, capable de comprendre et de concevoir, René Buteau fut reconnu par tous ses congénères comme l'un des contributeurs majeurs de la période Art déco, dont il fut le dernier survivant. Il reçut les éloges des plus grands critiques d'art, dont Louis Vauxhall et Valdemar-Georges, et ses premiers acquéreurs furent les plus grands artistes contributeurs de cette nouvelle évolution de l'Art déco. Entre autres, Édouard Vuillard, Maurice Denis, qui dans sa lettre précise qu'il fit de la céramique, Pierre Laprade, Jean Dumont, Maurice Asselin, Jean Dupart, Roger Pissière, Jean-Gabriel Domergue, Alfred Janot, les céramistes Jacques Gruber, Émile Lelhomme, Colette Guéden, les décorateurs André et Paul Véra, la princesse Murat et le couturier Paul Poiret, qui furent tous ses acheteurs de la première heure. Artiste artisan, il préparait lui-même et seul les terres, les émaux, les décors et réalisait seul aussi les cuissons de ses céramiques. À l'exception du tournage de ces pièces dont il dessinait cependant les formes, et ces céramiques ne sont pas du grès, en majorité. Il ne faut donc pas assimiler ces œuvres céramiques avec celles réalisées par différents artistes peintres ou sculpteurs célèbres qui n'apportèrent que des décors à des céramiques qui les finalisaient, à des céramistes qui les finalisaient, ni avec celles commanditées à des artistes de renom, également adaptées et réalisées par différents intervenants, et pour la plupart ensuite éditées en plusieurs exemplaires par des ateliers ou manufactures. René Buteau fut aussi nommé officier d'académie dès 1934, 3 ans plus tard chevalier de la Légion d'honneur, parrainé par Jean Dupart,
officier des arts et lettres en 83 et en 86 officier dans l'ordre du mérite national, distinction décernée par le ministère de la Culture Jacques Lang et remise à son domicile personnel par Jacques Chaban-Delmas, alors maire de Bordeaux. Il fut aussi membre de la commission d'admission et membre du jury de la très médiatique Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, médaille d'or en 1931 du concours organisé par la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie lors du 23e Salon des artistes décorateurs. Il est nommé cette même année professeur d'art décoratif à l'École municipale des Beaux-Arts de Bordeaux et nommé membre collaborateur de l'exposition coloniale internationale durant laquelle il reçoit une nouvelle médaille d'or pour l'ensemble de ses œuvres. Cofondateur en 1935 de l'œuvre Société des artistes de Bienne, puis de nouveau médaille d'or à l'exposition internationale des arts et techniques de 1937. Il a donc été excessivement honoré de son vivant. Alors le contexte dans lequel il arrive. Avec le traité commercial signé en 1858 entre la France et le Japon, et la participation de ce dernier aux expositions universelles des celles de Paris en 1867, les jeunes artistes avaient découvert des objets d'art remettant en question les fondements esthétiques occidentaux. Ce choc culturel marqua un tournant dans les arts du XIXe siècle en permettant de dépasser la réinterprétation des styles anciens et amena le japonisme. Après la guerre de 14-18, la France est désormais devenue une république. Par les siècles passés, l'art français se conjuguait en fonction des rois successifs auxquels on attribuait au roi régnant le nom du style. Le changement historique d'une nouvelle république incita alors un style qui balayait le passé. Ce style fut basé principalement sur la nature et sur les courbes. Ce fut en conséquence l'art nouveau qui, de 1890 à 1910, s'imposa jusqu'aux exagérations les plus extrêmes, au point d'être rejeté après la Grande Guerre par la nouvelle génération d'artistes qui souhaita plus de simplicité. Ce fut une véritable révolution que la prestigieuse exposition internationale des arts décoratifs et techniques de 1925, qui avait été prévue en 1923 pour relancer l'économie, confirmera autant dans le terme d'art déco, jusque-là méconnu, que pour ce renouveau d'un art qui va se propager à travers le monde jusqu'à la guerre de 1939, avant-garde de nos temps modernes. Alors évidemment, à cette époque-là, le japonisme avait pris forme et on en était là quand Butoh arriva. Mais je suis obligé de vous donner aussi un peu un résumé de sa vie. Doué il arrive à 7 ans et doué dès le plus jeune âge, il regarde avec émerveillement les articles qu'il découpe, consacrés à l'art dans l'illustration auxquels ses parents, Mercier en gros à Poitiers, mais qui s'installe à Bordeaux lorsqu'il a 7 ans, sont abonnés. Et contre le gré de ses parents qui envisagent une autre vie à leur fils, il se voit contraint d'accepter son choix à la condition qu'il apprenne un vrai métier comme apprenti chez un graveur en argenterie. Il est alors admis à 17 ans à l'école municipale des Beaux-Arts de Bordeaux, sa ville d'adoption, puis poursuit à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Vous voyez là 2 huiles qu'il avait faites à l'âge de 14 ans. Ça vous donne une idée de ses dons quand même, et surtout le choix qu'il avait fait des objets qui sont présentés par lui et choisis par lui dans l'intérieur de ses parents. On voit différentes porcelaines, différentes faïences et aussi de la verrerie. Donc, il entre à l'école des Beaux-Arts, obtient le 2e prix en 1910 du concours en loge à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Il est lauréat des prix Roux et Chenavard et Grand Prix de gravure en taille douce, parce qu'il a tout appris, de la Fondation Silman, et second Grand Prix de Rome de gravure en juin 1914, à la veille de la Grande Guerre. Vous voyez ici ses amis qui sont Bissière, qui était un peintre très dissident et très moderniste, parce que
la formation était très classique, mais il s'entend naturellement avec ceux qui sont beaucoup plus modernistes, c'est-à-dire Bissière, Dupas et Jean-Gabriel Domergue, qui furent ses amis toute sa vie. C'est donc au retour de la Grande Guerre qu'il est atteint d'une certaine nostalgie du passé, qui, en constatant que les ateliers prestigieux et les grandes manufactures de faïence ont quasiment disparu en France à la fin du XIXe siècle, et même les prestigieux ateliers bordelais comme ceux de Justin de Vieillard. Pourtant, la céramique est très en vogue dans ce début du XXe siècle, mais ne comporte plus de décors comme c'était le cas à travers les siècles précédents. Une certaine nostalgie du passé s'empare d'un air de lui en constatant que les ateliers et les grandes manufactures de faïence ont quasiment disparu en France à la fin du XIXe siècle. Il décide alors de devenir céramiste, en toute méconnaissance de cet art du feu le plus primitif, mais aussi le plus ardu de tous les arts. Ça, c'est son prix de Rome, où on voit déjà qu'il est très moderniste par rapport au premier Grand Prix de Rome qui avait été nommé parce qu'il était le plus âgé, et donc c'est son archer dont il va faire d'ailleurs son emblème et son prix et son ex-libris qui lui permettra d'obtenir le prix de Rome. Et on voit son admiration pour Brodel. Mais déjà, son ex-libris n'est plus un archer, mais une archère. Hésite beaucoup entre la verrerie, qu'il aime beaucoup, et la céramique, mais la verrerie, il a été atteinte pendant la guerre d'un début de tuberculose et ne peut pas continuer. Ces œuvres-là que vous voyez ont été soufflées par lui et sont au musée des arts décoratifs de Bordeaux. Le japonisme a beaucoup envahi la céramique, et particulièrement les vases, mais les vases à l'époque étaient des vrais objets d'art et non pas des containers à fleurs et à bouquets. Et il y avait une grande similitude effectivement avec la Chine d'époque Song ou d'autres qui étaient édités parfois par des manufactures. Et Buteau est un classique. Il admire quand même les Chinois qui ont fait des choses admirables, mais comme il dit, ce n'est pas ma culture. Je veux faire du français, et c'est dans le même esprit de son ami Dupas qui disait « J'aime l'art, mais je veux le faire comme il me plaît ». Je n'étais pas indifférent à l'art de mes contemporains, mais il me semblait que je devais chercher ailleurs ou avant, regarder avant ma génération ce que les anciens avaient fait et puiser dedans. Il considère que le classicisme a toujours vu les choses plus belles qu'elles n'étaient en réalité ou les a ennoblis. Regardez, la peinture ancienne, disait-il, il y a toujours un élément magnifique. Une Vénus du Titien ne ressemble jamais à une balayeuse des rues. J'ai été surtout frappé par les gravures du XVe et XVIe siècle. J'ai reconnu que c'était cette gravure-là qui devait m'indiquer la voie, et c'était le point solide auquel je devais m'attacher. Il choisit alors de réintroduire le décor historié. Buteau est un artisan et veut être un céramiste à part entière. Alors, il essaye de faire, il se construit quand même un petit four et il commence par prendre des leçons chez un potier local qui s'appelait Taffet et qui faisait des pots comme on faisait à l'époque. Il utilise donc les couleurs les couleurs qu'il avait à sa disposition et fait ses premières œuvres et ses premiers essais, comme vous voyez à droite, qui est une œuvre de Buteau, donc une des toutes premières vers 1917. Il essaye aussi de faire des essais de décors estampés parce que pour lui, la céramique du 15e ou du 16e est absolument ses références. Il commence à faire donc des petits décors historiés avec des décors simples qui sont quelquefois plus ou moins ratés ou très simples, comme vous voyez là, et les expose. Il y a des défauts de cuisson très souvent. Vous voyez la faiblesse
du cul de ce bol et la simplicité de son décor, j'espère que vous le voyez là, qui ressemble un petit peu à la rose d'Irib. Il s'agit de 17, alors on ne sait pas si c'est Irib qui a influencé l'un, si ça a été réciproque, ses influences. Il est aussi très influencé par l'Iran et il essaye de faire un plat qui est une œuvre de Buteau vers 1918 et des vases qui sont excessivement simples et qu'il expose au Salon des artistes décorateurs en 1920, ainsi que des décors à relustre métallique qui sont très d'inspiration persane, comme la bouteille que vous voyez à gauche, ou en reprenant des décors des croquis qu'il fait dans les musées. Il fait donc des bols simples, et sa première signature, vous la voyez. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il veut faire. Ce qu'il souhaite, c'est ça, faire retrouver l'art de la majolique avec beaucoup de modernisme probablement, mais c'est cet art-là qu'il admire. Malgré tout, avec ses essais, comme vous pouvez voir, puisqu'il n'a jamais rien jeté, on a l'occasion de voir des ratés, c'est-à-dire que vous voyez à gauche des coulures d'émail qui découvrent la terre, trop de buvées comme en haut, des cloques sur certains vases, ou des bulles, ou des coups de flamme, ou des décors qui sont absolument invisibles, ou sur ce vase dont une face est plutôt réussie, mais l'autre illisible aussi, avec des bullets partout. Donc c'est ce qui va lui poser un problème. Ce qu'il recherche, alors ce qu'il veut, c'est faire effectivement des œuvres comme on faisait, comme la majolique, et sa réflexion, c'est qu'on ne peint pas sur une céramique comme on peint sur une toile. C'est la grande difficulté pour les céramistes. Et ce qu'il souhaite, c'est faire une adaptation du décor à la forme, mais il y a plusieurs techniques. Donc, un décor à la forme, c'est essayer de mettre au fond d'une assiette un décor et sur le marli une frise, ou trouver, puisque ce sont ses références, la majolique italienne, ou faire un semis qui tourne tout autour, ou trouver une pièce qui est droite pour pouvoir mettre des visages lisibles, ou en frise que vous voyez. Mais ce n'est pas toujours réussi à travers tous les temps, puisque parfois, quand on fait des décors à main levée, vous avez des déformations, la bouteille de gauche, la lame est toute tordue et c'est pas très heureux, ou la barrelle du centre, la moitié du décor disparaît derrière, ou les Y et les têtes sont complètement tordues sur le rétrécissement du col. Ce qu'il veut faire, lui, c'était exactement ça, c'est-à-dire le décor dans la forme, où vous lisez dans une assiette sur un plat qui a une déclivité, ou sur un albarène qui est rétréci au centre, vous ne voyez absolument pas de déclivité. Le dessin suit parfaitement la forme. Ou le suivant, qui est encore plus extraordinaire, c'est cette coupe, qui est donc une coupe des fiançailles dites les Belles Données d'Italie du XVIe, qui se trouve au musée du Louvre. Vous avez donc une coupe excessivement haute et creuse, et malgré tout, le dessin de la coupe se voit de façon parfaite, comme si elle était à plat. Alors, il y a aussi d'autres techniques, c'est de faire des dessins au fond d'un plat, d'une coupe, ou de les faire en réserve. Ce sont les petits dessins auxquels s'exerce plutôt pour chercher à imiter les majoliques. Alors, il s'agit de quelque chose d'excessivement difficile à réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, ce que je veux faire plutôt, c'est... Alors, je vais vous passer... C'est une anamorphose, c'est-à-dire adapter sur une forme convexe ou concave
un dessin pour qu'on puisse le lire comme s'il était sur un papier ou sur une toile. Il faut donc tricher et il faut faire alors ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une anamorphose, c'est la projection de cette colonne, de ce chapiteau corinthien qui est absolument difforme si on le projette sur un papier. Buteau va faire l'inverse, c'est-à-dire cette anamorphose, il va au contraire, il va dessiner d'avance sur un papier et faire un décor sur ces vases en adaptant le décor à la forme. Il arrive déjà à améliorer ces décors, comme vous voyez le suivant. Alors, il expose au SAD tous ces petits décors que vous avez vus avant et qui ont un succès fou parce qu'on n'est plus habitué à voir ce genre de décor. On ne voit que du japonisme, des vases qui ressemblent, qui ont ce qu'appellera Buteau un peu négativement des dégoulinades, qui sont souvent aléatoires, et le fait que Buteau expose dès 1920 ces petits essais, avec des personnages, avec des fleurs, avec des décors comme ceux que vous avez vus déjà 2-3 fois, il a un succès extraordinaire parce qu'on n'avait encore jamais vu ça. On trouve donc que Buteau reçoit tous les éloges de tous les plus grands journalistes de l'époque et grâce à et il a la chance, parce qu'il est le seul à faire ça à cette époque-là, presque, je crois que même le seul, de remporter d'être lauréat, le premier lauréat d'ailleurs, de la fondation Florence Blumenthal. Il y a peu de gens, je pense, qui savent ce que c'est que cette association, qui était une extraordinaire association de la République d'ailleurs, et d'une mécène qui s'appelait Florence Blumenthal, et qui avait fait cette association pour diffuser l'art français ou européen, je crois plutôt français, aux États-Unis. C'était une milliardaire et le prix était de 12 000 francs, ce qui correspondait actuellement à peu près 12 000 euros, qui pour un jeune artiste est excessivement une grande chance, donc une grosse somme. Donc Buteau décide de l'employer à suivre une formation à l'Hospide qui se trouvait à Golfe-Juan et qui était une fabrique d'émaux métalliques et qui faisait faire des stages aux jeunes artistes pour les faire progresser. Donc Buteau part il continue cependant à faire des expositions, mais il part donc à Golfe-Juan pour suivre cette formation qui lui permet déjà de progresser énormément et de présenter des œuvres où effectivement il introduit le décor dans la forme, comme vous pouvez voir là, celui de droite particulièrement. En général, par-dessus le marché, il fait 2 décors ou 3 décors et jusqu'à 4 décors visibles sur chaque face et sans qu'il y ait l'interférence d'une autre face à la suite, ce qui est une acrobatie extraordinaire. Donc il dessine aussi ces vases pour envisager comment il va les mettre sur faire le décor dans la forme. Et à l'exposition internationale des Arts Déco, il est considéré comme déjà un des plus grands céramistes de son époque, et il est hors concours, nommé hors concours, et membre du comité d'admission pour sélectionner les exposants,
Et à ce moment-là, il a un succès extraordinaire. J'avais oublié de vous dire qu'en 1920 déjà, il avait eu un tel succès au Salon des artistes décorateurs qu'il avait dû acheter pour son petit four à bois qu'il avait construit dans son jardin, il avait dû acheter 30 tonnes de bois coupé pour pouvoir aller renouveler ces pièces qui avaient toutes été achetées en quelques heures au salon précédent. Au salon de 1925, il a donc les personnes que je vous ai énumérées comme étant les premiers clients que je peux vous redire maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, Maurice Denis, entre autres, va acheter une œuvre qu'il va faire réserver avec une lettre que vous voyez là, qui est la lettre de Maurice Denis, qui lui demande de mettre de côté le vase, celui-là qu'il va acheter et qui est bien marqué pour Maurice Denis, toujours encore maintenant, exposition 1925. On voit très bien que ces œuvres sont tout à fait évocatrices de l'art classique et particulièrement en rappel du 15e et 16e siècle, et ont toujours, ce qui est très touchant, il y a toujours une émotion dans les vases de Buteau. Il vend aussi à Paul Poiret, qui lui écrit une lettre que voilà, et la commande de bois à droite que vous avez, qui date de 1920, effectivement. Et donc, la Martine, chose à la mode, était donc la maison de couture de Paul Poiret, qui deviendra son client dès le départ. On s'aperçoit qu'il y a un grand modernisme, d'ailleurs, le vase du milieu a plusieurs décors aussi, et on ressent un attrait pour le cubisme, et un grand modernisme de Buteau qui s'intéressait à tout ce qui était autour de lui, y compris la mode des femmes, et vous constaterez que cette femme-là a un chapeau, ce qu'il a fait très souvent après. Il s'intéresse donc à, évidemment, les ballets russes, évidemment Antoine Bourdelle, dont le théâtre des Champs-Élysées vient d'être construit, et il y a, vous voyez là, deux vases, dont un qui a trois faces. Je ne vous montre pas toujours les faces des autres, parce que ça serait beaucoup d'images à vous montrer, trop. Mais il y a un autre vase qui est pourtant du même esprit, qui est le même décor quelque part, mais toujours avec une interprétation. Il a dit qu'il a fait plusieurs vases, mais toujours avec des décors qui peuvent être semblables, mais toujours avec des différences de forme, de couleur et de forme, de couleur et de taille, très souvent. Donc là, vous avez une similitude, effectivement, mais ce sont des vases différents. Et à cette époque-là, il signe comme vous. Il signe son nom en entier. Voilà des signatures de Buteau de l'époque. Il a un tel succès que René Guilleret, qui venait de fonder le Primavera, le découvre, s'intéresse à lui, et il le fait rentrer comme directeur technique des ateliers Primavera, qui, avant son arrivée, faisait des objets des vases dans le style de ce que vous voyez à gauche, néo-Sèvres, et qui cherchait à moderniser évidemment la production des ateliers de Sainte-Radegonde, qui se trouvaient à Sainte-Radegonde et qu'il venait de racheter pour les magasins du printemps sous l'appellation de Primavera. Alors évidemment, Buteau
est nommé premier directeur de ces ateliers Primavera. Et quand c'est un directeur qui n'est qu'administratif et technique, il ne fera jamais d'œuvre pour les ateliers Primavera. Il les fera faire à d'autres, il donnera des instructions, mais pendant ce temps-là, lui-même peut continuer à travailler, ce qui lui permet, parce qu'étant donné le modernisme des installations de ces ateliers qui sont excessivement modernes, il peut aller progresser dans ses fabrications de céramique et il a le droit de travailler. Et donc, les fours étant de meilleure qualité que son petit four à bois qu'il avait avant, il peut continuer à exposer et à faire des œuvres beaucoup plus surtout des œuvres de grand feu, parce qu'avant il s'agissait de faïence tannifère, et la faïence tannifère se cuit à 850 degrés, alors qu'à ce moment-là, il peut faire des cuissons à 1250 degrés sans qu'elle vitrifie, parce qu'il emploie une terre qui est particulière et qui ne vitrifie pas à 1250 degrés. Ce n'est pas du grès, c'est ce qu'il appelle du grand feu et qui est beaucoup plus solide, effectivement, que la faïence tannifère. Il cherche des tas de techniques, ça lui permet d'avoir de grandes techniques très diverses, où il fait des moulages, comme le vase qui est à droite, il peut les mouler, et les graver après, comme celui du milieu ou celui de gauche. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'il crée, qu'il arrive à retrouver une technique très particulière qui est l'art de la craquelure, qu'il arrivera à maîtriser de façon extraordinaire, et que aussi il va signer non plus de son nom en entier, mais avec un monogramme que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Donc voilà un vase qu'il a sans doute fait à ce moment-là, vers 1927, et qui est extraordinaire parce qu'il s'agit avec un seul émail qui est translucide, de faire un décor qui pourtant est en volume alors qu'il n'y a pas de volume. Le volume est très relatif puisque cet émail est un émail translucide qui, en épaisseur, devient blanc quand il est cuit. Malgré tout, il faut qu'il ne coule pas, alors qu'il est très épais. Alors il avait trouvé un petit truc, il s'en était amusé d'ailleurs, il avait trouvé à joindre à cet émail, qui est un émail au feldspath et qui est totalement translucide, à y ajouter de l'agar-agar. Je pense que c'était de l'agar-agar parce qu'il disait que les charcutiers ajoutaient ça pour faire la gelée de leur pâtis. Donc, et quant au décor, le reste, il le faisait, enfin quand c'était des décors colorés, je vais en expliquer davantage. Il arrive à une précision extraordinaire puisque ce vase-là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on dirait une mosaïque, et le suivant, que voilà, le décor n'est fait qu'avec le jeu de cette épaisseur d'émail. Et jusqu'au point, malheureusement, vous ne le voyez pas suffisamment, il faut l'avoir en main, c'est-à-dire que la femme, on dirait du caluchat, et c'est absolument parfaitement régulier. En même temps, alors il part de Sainte-Radegonde, il part, je regarde l'heure, mais je vais essayer d'accélérer parce que vous n'allez plus voir que des vases d'ailleurs. Il est obligé de partir et de revenir à Bordeaux parce que sa femme a été très malade et est décédée d'ailleurs. Mais il est remarqué par Rouart, la galerie Rouart, qui était une galerie qui se trouvait à Avenue de l'Opéra à Paris et qui avait créé le groupe des artisans français contemporains où il y avait les meilleurs artisans qui étaient tous sous contrat. Rouart s'occupait de leur assurer
des revenus réguliers par an et organisait non seulement des expositions à sa galerie, mais aussi des expositions à travers le monde. Donc, alors comme vous le voyez là, il est assez étonnant de constater que malgré plusieurs céramistes exposés, seuls Buteau et précisément Mailhodon sont considérés comme ceux se dénomment eux-mêmes céramistes, les autres étant potiers, tout simplement parce que les potiers ne font pas un décor historié, c'est-à-dire un décor imagé, figuratif, voilà, c'est ça qui manquait, alors que Buteau et Mailhodon ont fait des décors figuratifs. Ce sont les seuls parmi les autres qui exposent aussi, c'est d'ailleurs le noble qui a fait venir Buteau aux artisans français contemporains. Donc Buteau en fait reste à Bordeaux et continue à faire et la différence effectivement c'est que l'œuvre, on a rapproché d'ailleurs de Mailhodon de Buteau, mais Mailhodon a fait beaucoup de porcelaine, ce que n'a pas fait Buteau, et ses décors ne sont pas du tout dans la masse. Il a fait aussi de la faïence, bien sûr, mais il a abandonné la faïence quand il est rentré en tant que directeur à Sèvres. Et on parle quelquefois de Simmel, de Cateau aussi, qui est à peu près de la même période, mais bien au contraire de Buteau, Simmel s'amuse de la déformation des vases. Mais Buteau arrive à un perfectionnement parfait, enfin à une perfection comme il souhaitait y arriver, puisque vous voyez que tous ces bols, ces coupes, sont parfaitement lisibles, ainsi que les vases suivants, avec souvent plusieurs décors au recto, dont ceux-ci qui sont absolument, vous voyez que des décors très simples mais très modernes, où on aperçoit surtout le volume de la vision du vase ou de l'objet, un décor absolument plane, comme si c'était sur une toile ou un papier. Je trouve que dans tous ces visages, il y a énormément de tendresse, d'émotion, et le petit dessin, la petite photo de carte postale qui est à gauche, était du XVe siècle, était accrochée dans le bureau de Buteau et sans doute l'inspirait pour le dessin de ces vases. Alors le summum, c'est peut-être celui-là, parce que vous avez une boule totale et par-dessus le marché aplati, dont vous lisez parfaitement le décor et qui en plus est gravé. Il utilise des émaux cirés, très lumineux parfois, très mat parfois, toutes les techniques, il emploie toutes les techniques différentes. Et ce vase est donc d'un côté avec des émaux cirés et brillants, et de l'autre côté avec un sujet qui, étant donné le sujet du vase, qui sont les feuillages que l'on voit à travers l'eau, donc floutés. Voici encore d'autres. Alors, il aimait particulièrement les mettre des femmes avec des chapeaux. Et il en expliquait la raison, d'ailleurs. Il trouvait que ça équilibrait mieux le vase et que, après tout, Cranach avait déjà fait ça. Toujours des références au passé. Voilà un autre vase aussi avec des craquelures, des émaux très divers. Il faut les voir effectivement de visu, des gravures, et ou un plat tahitien, ça c'est après, c'était sa façon de faire du japonisme. Et c'est un vase qui a 3 faces. Et comme vous pouvez voir, on n'aperçoit jamais une suite de décors. Alors, bien sûr, il a fait de la mythologie,
il faut savoir que toute la production de Buteau a été excessivement importante. Il y a plusieurs milliers de vases qu'il a fait à travers sa vie. C'est vrai qu'il a vécu 100 ans, mais il n'en a quand même pas fait jusqu'au bout, mais presque. Et que les sujets sont très variés, les interprétations excessivement diverses. C'est pour ça que j'essaye de vous en montrer pas mal, mais ce n'est pas suffisant, il y a toujours des surprises. Mais on reconnaît parfaitement un vase de Buteau quand même, par le trait et par la forme souvent, qui sont beaucoup plus massives, parce qu'il aime le... On a d'ailleurs traité ces vases d'architecturaux, étant donné le décor, dans l'importance du décor dans la forme des vases. Alors voilà d'ailleurs certains extraits de collections au Met à New York, par exemple, ou au musée de... Vous avez donc des sujets... il est très difficile pour moi de vous montrer tout ce qu'a fait Buteau, car il y a trop de diversité, mais vous avez un aperçu quand même, peut-être, j'espère, assez éclectique, mais son œuvre malgré tout. Et évidemment, il y a de l'or. Alors, il applique aussi des feuilles d'or ou des feuilles de palladium sur des vases qui sont donc rehaussés par ces métaux et qui nécessitent une seconde cuisson. L'influence de l'Iran, le carotisnique appartenait à Buteau, il fait un relevé comme en dessous et il crée un vase, comme vous voyez celui de gauche, très en rapport, qui est un cheval pommelé. Il est vraiment pommelé, c'est-à-dire qu'il y a un relief différent sur le cheval lui-même. Et les influences de l'Égypte, toutes les influences sont possibles. Il s'amuse éventuellement à copier de ses congénères, donc la Raoul Lachenal à gauche et Buteau pour arriver à faire les mêmes couleurs, ou Émile Lenoble, mais il ne continuera pas trop longtemps à faire ce genre de décor comme vous avez là-haut, qui est pourtant très acrobatique, parce que c'est Lenoble qui l'a fait venir chez Brouard, alors il va s'abstenir de continuer à le faire. Donc à l'exposition coloniale de Paris, il va être médaille d'or, il va donc, il est collaborateur, pardon, et ça va lui permettre de faire des œuvres parce qu'il est appliqué à cette exposition coloniale, parce qu'il est déjà collectionneur depuis longtemps d'art africain, et ça va lui permettre de, comme vous pouvez voir, ce n'était pas un amateur, puisqu'une statue féminine l'année dernière a été vendue 2 millions de dollars, qui provenait de sa collection. Donc il n'avait pas beaucoup les moyens, mais il avait des yeux pour voir et pour sélectionner. Donc grâce à cette exposition coloniale, il va pouvoir créer des sujets adaptés à l'exposition. Vous voyez à gauche la chasse au crocodile à la façade de votre musée, madame, qui est la chasse au crocodile d'Alfred Janniot, mais il s'amuse à faire, parce que Alfred Janniot est aussi son ami, et Janniot lui avait demandé de lui faire un vase, il va s'amuser de faire en céramique la sculpture qu'il avait faite sur le musée. Et Janniot lui dira qu'il trouvera que ça c'est très bien. J'ai la lettre qui va avec. Donc, le vase, alors, comme je vous l'ai dit, il faisait souvent des sujets identiques, mais avec des tailles ou des techniques différentes. Il y avait toujours des grandes différences, même si le sujet était proche ou semblable. Ou semblable. Donc, quant aux vases que vous voyez là, donc, tous ces vases ont été faits pour l'exposition internationale coloniale de Paris, pour lequel il va recevoir
recevoir une médaille d'or. Alors, et là, il a fait pour la même exposition, je ne sais pas si vous connaissez il n'a fait que deux, à ma connaissance, il n'a fait que deux vases avec des monuments historiques. Donc, souvenir de Florence que vous avez dû voir un peu avant. Le voilà à droite. Et parce que moi j'ai mis ses carnets avec ses dessins, et il n'a nommé que deux œuvres. Souvenir de Florence, que vous venez de voir, qui est curieusement appelé la Gironde à Bordeaux, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il s'appelle vraiment Souvenir de Florence. Et celui-là, qui est je ne sais pas si vous connaissez cette. Il y a beaucoup à dire, c'est la mosquée de Djenibert, qui est un autre Djenné, je crois. Djenné, plus simplement, et c'est assez étrange qu'il ait fait ça, mais ça justifie son amour de l'Afrique et puis son intérêt pour l'Afrique. Il a été grand. Alors, il se trouve que à cette époque-là, la maison Rouard, pour laquelle il travaillait bien sûr, vendait un peu moins. C'est un peu à la veille de la guerre. Il travaillait un peu moins. Et une galerie américaine a demandé, qui était à New York, qui s'appelait Sally Khoury, a demandé à Buteau de travailler pour lui. Buteau avait fait beaucoup d'expositions avec d'autres galeries en France, mais il n'avait pas trop continué. Il était rattaché à Rouard, donc tout allait bien pour lui, et assuré d'un quotidien sans trop de problèmes, tout en restant à Bordeaux. Et cette galerie américaine était venue le trouver pour lui demander de travailler pour lui. Or, Buteau étant un homme qui se respectait, avait demandé à Rouard s'il l'autorisait à exposer, à travailler pour cette galerie. Rouard lui a autorisé, mais en lui demandant de changer de nom et de ne pas faire des choses que des vases à décor figuratif, aussi figuratif éventuellement, mais différents de ce qu'il faisait. Donc, curieusement, il va prendre ce nom de Doris, et on présume que c'est à cause de Douris, qui était un peintre de la Grèce et qu'il admirait beaucoup un décor rouge sur fond noir, du 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'il a voulu s'attribuer ce nom, en naturellement ne le copiant pas, mais en faisant un petit clin d'œil à ce grec. Et donc il va faire des choses très différentes, qui vont être quelquefois en plusieurs exemplaires, mais toujours avec des différences, qui rappellent malgré tout quelquefois les majoliques, quand il s'agit ou les petits papiers qu'il découpait dans les illustrations, comme celle d'en bas que j'ai retrouvée dans ses archives et précieusement gardées. Donc des choses exotiques, des décors exotiques comme la balinaise à gauche, ou des animaux fantastiques comme celui que vous avez en bas. Et il utilisait beaucoup le craquelé, dont il était tout à fait maître, et qu'il ne vendait pas particulièrement à voir. Il a réutilisé ces techniques qu'il a beaucoup employées, mais ce n'est pas un sous-produit que Doris. C'est limité juste à quelques modèles qu'il a utilisés, et ça s'est arrêté. Vous voyez que le Met en a, et d'autres musées aussi, pour celui de Bordeaux, en ont, et le Victoria and Albert à Londres. Ce n'est donc pas vraiment un... Donc voilà surtout ce qu'il faisait qui sont signés Doris. Ce sont tous ce genre de vases sans décor figuratif vraiment, qu'il a exportés et qui sont parfois restés en France
mais le nom de Doris est parfaitement assimilé aux États-Unis, et ils savent très bien que c'est Buteau. Donc en 1937, il gagne aussi une médaille d'or et un diplôme d'honneur. Et pour finir, effectivement, je voulais vous montrer des vases qu'il a créés pour une pharmacie qui malheureusement sont dispersés maintenant, mais qui était un exploit extraordinaire pour un céramiste artisan qui font quand même 95 cm de haut. Il a fait aussi des statuettes plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Donc je vous montre. Alors par contre, si on a encore un petit peu de temps, je voudrais vous montrer le risque qu'il y a, parce qu'il y a des faux Buteau naturellement, et parce que quand ça vaut cher, il y a toujours les petits copieurs malins. Donc je voulais vous montrer des signatures qui sont de Buteau ou des fausses. Alors, je vous propose éventuellement de me dire lesquelles, à votre avis, sont fausses et lesquelles sont vraies. Il y a des pièges, hein. Qui reconnaît les vraies, où sont les fausses? Vous pouvez me le dire peut-être? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée ou pas? Bon, alors, les bonnes, de haut à partir de la gauche, vous en avez une bonne à gauche, une fausse au milieu et une fausse à droite. En bas, vous en avez à gauche une fausse et les deux à droite sont bonnes. Il est important que vous mettiez ça éventuellement dans la tête, parce que il y a malheureusement dans beaucoup de sites internet où même des galeries, même des salles des ventes, même par des experts, j'en ai eu l'occasion, mais évidemment, j'essaie dans la mesure de ma connaissance de les faire retirer, mais il y a beaucoup de faux. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, madame. Le tout, c'est faux. Et de ça, non, il y en a un bon. Ah non, pas du tout à gauche. En haut à droite. Voilà. Et évidemment, quand vous voyez ça n'a rien à voir avec le dessin. Le dessin de Buteau était parfait. Et quelquefois, il y a un petit mélange extraordinaire, parce qu'il n'a jamais fait de cruchon comme ça, qui ressemble plutôt à un ton à eau, ni de col droit, ni de taches sur ses émaux. Donc méfiez-vous. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de piège. Ils sont tous faux. Ils ont tous été sur le marché et aussi, pire que ça, dans un musée. Donc, et un vase tourné, alors je vais vous expliquer quand même des petits trucs, c'est qu'un vase tourné, il n'a pas d'applique creuse. Les prises, ce qu'on peut considérer comme des prises, c'est-à-dire ces espèces d'anses qui sont toujours en application, elles ne sont jamais creuses. Or, si vous mettez votre main à l'intérieur de ce vase, les prises sont creuses. Et ça inonde le marché, ce modèle-là, dans toutes les couleurs, comme vous pouvez constater. Donc, il faut savoir que Buteau n'a pas fait en X exemplaires de toutes les couleurs des vases, et que ce décor n'a pas du tout de chic. Comme vous pouvez, si vous avez vu d'autres, vous avez suivi un petit peu les vases de Buteau que je vous ai montré, le dessin est ignoble. Il n'y a pas du tout de chic et le dessin est beaucoup plus ample, beaucoup plus mieux fait. Et ceci, pour finir. Comment? Pardon? Non, non.
Non, non. Non, il n'y a que celui du milieu qui est bon. Ce qui est important, si vous voulez, c'est tout l'ensemble. Que les dessins soient bons, que la technique soit belle, parce qu'il a fait aussi des trucs moches, de temps en temps, surtout à la fin de sa vie. Donc, ce qui est normal, parce qu'il a vécu 100 ans, on peut lui pardonner. Il a toujours essayé de se renouveler. Donc, il est important quand même, et je ne peux pas tout vous montrer, parce qu'il a créé des milliers de vases, j'ai bien dit des milliers, plusieurs milliers. Et c'est impossible de tout a été différent, les techniques différentes, les couleurs différentes, les modes différentes, les périodes différentes. C'est donc un petit aperçu, mais je suis aussi à votre disposition si vous avez un jour un problème ou un doute. Voilà. Bon, merci en tout cas d'être venu.